it out. Bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Attitude, bienvenue dans votre émission de sport, Lundi Sport évidemment, tous les lundis soirs de 20h à 21h. Nous sommes donc présents ce soir encore une fois, bonsoir à tous nos auditeurs de Radio Attitude, j'espère que vous êtes toujours aussi assidus, toujours aussi présents. Car nous sommes là, l'équipe est présente, maillot blanc ce soir, un maillot du Real, je sais c'est pas. Vrai, on est raccord là. Ouais, raccord maillot blanc, c'est pour les mouchoirs, on a une semaine de retard. D'accord. Bonsoir Fred, ça va ? Bonsoir, et toi Richard ? Ça va, impeccable. Et puis Jérémy est présent ce soir. Eh ouais, salut Richard, salut à tous. Salut Jérémy, merci à vous d'être présent encore une fois. On va passer tout de suite évidemment au sommaire de l'émission. Alors avant ça, on va rappeler évidemment que notre émission est toujours disponible en podcast sur la page Lundi Sport, que vous pouvez ajouter donc sur Boobook. Vous pouvez taper Lundi Sport Radio Altitude, vous nous trouverez. Et puis également sur YouTube, vous tapez Radio Altitude Lundi Sport et vous trouverez le lien du podcast du jour. Voilà pour le rappel à ce niveau-là. Et puis évidemment, donc rappelez que nous sommes maintenant sur la fin de saison 2014-2015. Donc on est à l'avant-dernière émission, les amis. On aura encore une émission la semaine prochaine, lundi prochain. Et puis on fera la petite pause estivale. Voilà, pour ceux qui partent à Ibiza, enfin je sais, Copacabana. Ou moins loin. Ou moins loin. À Cancun. Ou Cancun, du coup ils pourront gambader tranquillement puisque après faut qu'on se prépare pour la prochaine saison là. Voilà, on fasse un peu de foncier pour revenir encore plus fort. On a vu le calendrier, il faut qu'on regarde les périodes fortes. C'est ça. Voilà, donc 4 bonnes semaines de récupération avant la reprise mi-août. Donc on vous donnera plus d'informations après sur la prise de l'émission qui sera aux alentours de la deuxième semaine d'août ou début septembre. Voilà pour les informations. Sans plus tarder, on va présenter le sommaire de l'émission, évidemment, les amis, puisqu'on aura donc un sommaire assez, on va dire, inhabituel, puisque on a évidemment les championnats européens qui sont terminés concernant le football. On a plus on a plus de rugby. L'SM Clermont-Auvergne donc a clôturé cette saison avec cette finale en top 14. De fort belle manière. De fort belle manière, ouais, de manière habituel, si l'on peut dire. C'est ça. Malheureusement, voilà, donc pas de rugby actuellement. Donc on va aborder les thèmes actuels qui sont dans un premier temps la Copa América évidemment, qui a débuté le week-end dernier je crois, ça fait à peu près une semaine à peu près. Ça doit être ça, une semaine, 10 jours. Voilà. Au Chili.
Exactement, Copa América qui a débuté au Chili. Assez gentiment d'ailleurs, je trouve que on va en parler, mais on va dire que les favoris du tournoi débutent difficilement. Hein. Doucement. Ça Doucement, débute, ouais, voilà. c'est ça. Ouais. Parce Ça que débute. parfois les résultats sont au rendez-vous, mais la qualité des prestations laisse encore un peu à désirer. Exactement. On enchaînera ensuite sur la Coupe d'Europe des moins de 21 ans. Alors je ne sais pas si vous la suivez un petit peu les amis, mais en tout cas, moi en tout cas j'ai un œil assez assidu là-dessus puisque le Portugal est en lice actuellement. Hein. Portugal, on y reviendra avec une génération assez intéressante puisqu'il y a beaucoup de joueurs qui évoluent dans cet effectif des U21 qui évolue au plus haut niveau. Donc c'est intéressant de suivre un petit peu cette équipe sur cette Coupe d'Europe. Et une formule que j'ai trouvée aussi un peu bizarre. Il n'y a pas beaucoup d'équipes dans ce championnat d'Europe en fait. Ouais, finalement. très peu d'équipes. Je crois qu'il doit y avoir 4 groupes et on enchaîne tout de suite sur les demi-finales après. Ouais, et t'as raison, ça va être même 2 groupes. 2 groupes et puis derrière demi-finale et finale directe. Hein. En effet, c'est très 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 restreint. À rappeler notamment que l'équipe de France n'était pas qualifiée. Ouais. Avec ce match aller-retour contre la Suède. C'est ça. Ah oui, assez rocambolesque hein, Avec d'ailleurs. l'épisode Lewin-Kurzawa. Victoire 2-0 en Suède et défaite à la maison 4-2, 4-1, je crois. 4-1. Défaite à l'extérieur 4-1. 4-1 à l'extérieur. D'accord. Oui, en Ouais, Suède. c'est ça. Ouais. Ouais, exact. Après avoir mené 1-0. Ouais, tout à fait. Ok, voilà pour évidemment ce sommaire, toujours. Donc la Coupe d'Europe des U21. Ensuite, nous aborderons la Coupe du Monde des femmes. Avec par contre, là, dans ce cadre-là, l'équipe de France féminine qui est en lice, toujours en lice, et d'ailleurs qui s'est qualifiée pour les demi-finales hier soir. Ouais, l'équipe de France qui est avec les États-Unis et l'Allemagne fait partie des 3 meilleures nations féminines de foot. Et l'équipe de France qui sera au rendez-vous des quarts de finale. Comme prévu. Exactement. Quart de finale du coup. Ouais, comme C'est prévu, même quart de vendredi contre l'Allemagne d'ailleurs. Ok. Mercato évidemment, mercato européen. Ça commence à s'agiter tout doucement. Ça bouge là. un petit peu, tout doucement. Mercato au Portugal, mercato en France. On va y revenir un petit peu sur les grands mouvements. Et puis on reviendra enfin sur quelques mots de tennis, puisqu'on a vu 2 finales intéressantes là hier après-midi. Et j'ai pu suivre notamment la finale à Halle entre Roger Federer et son adversaire, 49e mondial je crois, je ne me souviens plus de son nom, on va y revenir. Il avait joué Karlovic, c'était en demi ça. Karlovic. Sinon c'était non, Seppi. Voilà, Seppi, Andrea Seppi, merci. Qui avait profité d'ailleurs de 2 abandons de mon fils et de Simon, je crois. Bon, il était en finale, belle finale en tout cas. Et puis Murray également qui jouait la finale côté, de Queens. Voilà pour ça, et puis un petit mot de Formule 1. Hein. Et puis on terminera tranquillement l'émission. Les amis, on aura le temps de discuter là-dessus. Hein. Voilà, et sans plus tarder, on va commencer tout de suite. Hein, et on va enchaîner sur la Copa América Samba Africa. Samba, c'est la fiesta. Où sont les Brésiliennes? Alors, on va y revenir tout de suite. Justement, ce que je vous propose de faire, donc, c'est de faire un petit tour des différents groupes, puisque nous avons d'ores et déjà quelques qualifiés. Hein. On est déjà arrivé aux phases à la fin de plusieurs des phases de poule, hein. Notamment ce groupe A où on avait le Chili, l'Équateur, le Mexique et la Bolivie. Le Chili qui joue à la maison et qui a un peu la pression. Exactement. Alors on va voir que le Chili s'en est bien sorti puisqu'ils ont bien débuté la compétition avec cette victoire 2-0 face à l'Équateur. Le Mexique dans le même temps avait fait match nul dans la première journée face à la Bolivie. Deuxième journée, victoire de la Bolivie 3-2 face à l'Équateur. Match nul entre le Mexique et le Chili 3-3. Et puis la dernière journée qui a décidé du classement définitif de cette phase de poule. Le Mexique défait par l'Équateur 2-1 et le Chili qui se qualifie en battant largement la Bolivie 5-0. Donc le Chili se qualifie, première de ce groupe. Ouais, un groupe où il y a eu de super matchs. Ouais, des matchs assez spectaculaires. Ouais. Beaucoup de buts, notamment ce Équateur-Bolivie ou ce Mexique-Chili. Mais au niveau du jeu, ça y a envoyait beaucoup. Ouais. Ouais, une petite déception peut-être pour les Mexicains qui à chaque fois on les voit gagner récemment des compétitions de jeunes ou bien figurer aux Jeux Olympiques notamment et qui ont du mal à confirmer derrière. Alors, petit peu, souci du Mexique, c'est un peu particulier parce qu'on va y revenir. Invités, c'est ça. Ils sont en fait, alors c'est un peu bizarre parce que oui, ils font partie de cette compétition, mais ils vont jouer une autre compétition
La Gold Cup. Exactement, la Gold Cup. Il semblerait qu'ils aient plutôt misé leur force sur cette Gold Cup que je ne connais pas du tout. Alors c'est la compétition dans laquelle en fait ce qui intéresse les Mexicains, c'est surtout la confrontation avec les États-Unis. C'est et peut-être donc celle qui va permettre de se d'affirmer qualifier pour les JO, non? et puis ça leur permet d'affirmer aussi leur supériorité. Il y a une petite rivalité D'accord. États-Unis-Mexique. Il y a pas mal d'équipes d'Amérique centrale et d'Amérique du Nord qui participent à cette Gold Cup. Parfois des équipes des Caraïbes aussi, il me semble, les équipes de Martinique, etc., de Guadeloupe ou Martinique ont déjà participé. Et c'est vrai que le Mexique se concentre sur cette compétition et donc a amené une équipe, on va dire A', voire B, dans cette Copa América qui est réservée plutôt aux équipes d'Amérique du Sud. Bah c'est ça, on va le rappeler notamment. Alors, on a notamment un joueur comme Héctor Herrera qui est absent du groupe mexicain, l'international mexicain qui évolue FC Porto, qui est un cadre indiscutable, qui est un joueur indiscutable Bien dans sûr. le milieu de terrain du Mexique et qui notamment a été mis hors pot. Le FC Porto a imposé que la section mexicaine choisisse entre ces deux compétitions pour le sélectionner. Donc du coup ils ont fait le choix de la Gold Cup. Ça montre vraiment que le Mexique, je pense, comme tu disais Jérémy, mise plutôt sur cette compétition. Et de la même manière pour les Mexicains qu'on connaît du côté du championnat portugais, Reyes également a été convoqué pour la Gold Cup. Voilà, donc je pense qu'il y a dû avoir le même type de choix pour la plupart des joueurs on va dire indiscutables à ce niveau-là. Ce qui explique peut-être cette 4e position dans cette Copa América qui fait que le Mexique est d'ores et déjà éliminé. Alors si je me trompe pas, Jérémy, Fred, il me semble que les 3e de groupe également sont qualifiés. Les pour deux quarts meilleurs de finale. 3e. Ah, les 2 meilleurs 3e, Sur les 3 merci. groupes. Ouais. Ok. Donc du coup, Chili qualifié première, Bolivie 2e. Là, l'Équateur, je sais pas s'ils font partie de ces meilleurs 3e. Non. J'en doute un petit peu, ouais, puisqu'ils finissent à -2 en différence de but. Mais ils ont avec surtout seulement 3 points. Ouais. L'Équateur qu'on se souvient avoir affronté en Coupe du Monde au Brésil, puisqu'ils étaient dans la poule de l'équipe de France qui avait fait Oui. péniblement 0-0. C'était Il y avait le pas eu dernier le dernier match de match. poule, c'est ça? Ah oui. Puisque c'était le Honduras qu'on avait battu. Ouais, les derniers matchs où la France est déjà qualifiée, ils avaient fait un petit match nul. Un vieux 0-0. En effet. Poule qui va nous intéresser un petit peu plus parce que c'est vrai qu'elle est quand même carrément plus relevée. C'était presque le groupe de la mort d'ailleurs. Bon, il y avait des groupes intéressants. Le groupe B avec l'Argentine, l'Uruguay, le Paraguay et la Jamaïque. Alors là, pas trop de surprise puisque bon, l'Uruguay a battu la Jamaïque dans cette première journée. L'Argentine a fait match nul face au Paraguay, petite surprise, 2 buts partout. Deuxième journée, le Paraguay s'imposait face à la Jamaïque 1-0. L'Argentine battait l'Uruguay 1-0 avec un but d'Higuaín, je crois, notamment. Et puis la dernière journée qui a eu lieu avant-hier, je crois. Agüero, C'était Agüero, le Brésil, buteur, Brésil et argentin. Colombie, c'était avant-hier. Uruguay-Paraguay, 1 but partout. Et Argentine qui bat la Jamaïque 1-0. Alors Jamaïque, au final, ils finissent dernier du groupe avec 0 points. Mais 3 défaites 1-0. Oui. Et 3 défaites 1-0, ils n'ont pas eu à démériter cette compétition. Alors c'est pareil, Jamaïque qui fait partie de la Copa América. C'est bizarre un peu. Ils ont dû avoir une wild card, comme on dit au tennis. C'est vrai que ça va être une des premières participations de Jamaïque. Là, Je crois, oui, Ils ont qu'ils dû étaient élargir pas leur trop, champ, de- Ils n'étaient pas trop dans le giron. On va dire que ça fait partie un peu de l'ouverture pour pouvoir constituer peut-être des groupes de manière complète. Et la Jamaïque qui a défendu crânement ses chances, même si au final elle sort avec 3 défaites. Bon, il faut signaler aussi que le dernier match, notamment l'Argentine-Jamaïque, les Argentins ont joué quasiment en marchant. Ils n'ont pas forcé leur talent, ils ont fait le job 1-0, ils gardent la tête de la poule et c'est ce qui suffit à leur bonheur. Exactement. Et donc du côté des Argentins, les Argentins finissent quand même premiers de leur groupe. Alors malgré quand même, on l'a dit, bon, 2 victoires et un match nul, certes, mais au niveau du jeu, ça n'a pas été toujours fringant pour les Argentins, avec une équipe d'Argentine assez solide défensivement. Mais au niveau du jeu offensif, c'était un petit peu compliqué. Certaines fois, il y avait une entente pas forcément parfaite entre les 3 de devant, notamment Messi, Di Maria et Agüero. Ouais, alors l'Argentine c'est toujours le même problème, c'est qu'il y a beaucoup de qualités individuelles. Il y a des joueurs assez phénoménaux, parce que le potentiel offensif de l'Argentine, il y a peu d'équivalents dans le monde. Mais après, il faut arriver à faire jouer tous ces joueurs ensemble, des joueurs qui évoluent aux 4 coins de l'Europe et qui ont des états de forme assez différents. Alors si Lionel Messi a fini, on l'a vu de manière assez extraordinaire avec Barcelone, pour l'instant il est présent mais il est pas extraordinaire.
Javier Pastore a été élu meilleur joueur du match lors de la dernière confrontation, il me semble, et plutôt sur une bonne forme. Lui aussi, il a assez bien fini la saison avec le Paris Saint-Germain. André Di Maria a un peu plus de mal. Il est dans la continuité de ses difficultés à Manchester. Et derrière, c'est vrai qu'on a une base qui reste un petit peu dans la continuité de la Coupe du Monde. Alors, c'est assez solide derrière. Alors notamment, il y a eu quelques modifications avec des joueurs qui ont intégré le 11 de départ parce qu'ils étaient très très performants avec leur club. Et on se rend compte qu'au final, il y a beaucoup d'expansionnaires d'ailleurs de la Liga NOS qui sont présents dans le quadruplé de cette défense, avec notamment Rojo qui évolue arrière gauche. Bon, ça, il avait déjà évolué à la Coupe du Monde, arrière gauche. Et dans l'axe, Garay, l'ancien benfiquiste, et Otamendi, l'ancien joueur de FC Porto également, qui a fait une excellente saison avec le FC Valence cette année, et qui vraiment qui est devenu quasiment indiscutable. Ouais, indiscutable, et on parle même d'Otamendi dans les plus grands clubs européens, peut-être sur le mercato estival là. Maintenant, on parle de lui à Manchester United ou au Real Madrid en cas de départ de Sergio Ramos. Enfin, il y a pas mal de bruit qui court là. Il va falloir suivre ça, on en parlait tout à l'heure, mais Otamendi qui est sur la bonne vague actuellement. Alors je me souviens qu'au FC Porto, ça a été un joueur qui était un petit peu irrégulier parce qu'il était capable de faire une saison excellente et la saison d'après d'être moins performant. Ouais, et puis c'est un joueur qui avait été un peu promené, on se souvient, on l'avait vu surtout la Coupe du Monde avec l'Argentine, avec Maradona, la Coupe du Monde précédente avec Maradona, où il faisait jouer essentiellement à droite, ce qui n'a pas l'air d'être sa qualité première, puisque c'est... Ah non, là-bas ça a toujours été des défenseurs centrales, mais Maradona fait jouer... C'est un joueur qui est assez fort dans le duel, et qui a un peu plus de lacunes techniques. Et donc il avait été révélé un peu, mais par ses carences, côté droit, côté latéral droit de l'Argentine, et replacé dans l'axe à son vrai poste, il a fait de belles choses et il progresse d'année en année. Exactement, et d'ailleurs, il faut se souvenir que Otamendi, d'ailleurs, qui était parti pour pas très très cher à l'époque, c'était à l'hiver 2013-2014, il était parti pour 15 millions d'euros au FC Valence, il n'était pas en odeur de sainteté, il n'avait pas fait 6 premiers mois exceptionnels, où il a fait d'ailleurs quelques erreurs défensives, il a enchaîné les erreurs défensives avec Vitor Pereira, et là, sa cote a plus que doublé au FC Valence depuis cette saison. Donc c'était intéressant, on va dire vraiment carrière un peu atypique, parce qu'il avait été vendu au FC Valence, mais n'ayant pu jouer pour le FC Valence, je crois, ces 6 mois-là, les 6 mois suivants, il était prêté en Argentine et après il est revenu au FC Valence. Enfin bon, en tout cas, très bonne saison d'Otamendi. Et puis au goal, toujours Romero, l'indiscutable, qui est assez performant en tout cas, qui évolue toujours est-ce qu'il est toujours à Monaco? Non, justement, la place de numéro 2, il est reparti puisqu'il était prêté. Et donc il est reparti en Italie. On en parlait au Benfica à un moment donné, à la place de Julio César. Il est en Italie, je crois qu'il est à la Sampdoria ou quelque chose comme ça. C'est un très bon gardien en tout cas qui a pas eu beaucoup de temps de jeu du côté de Monaco parce que Subasic a fait son job. Et il a refait cette année puisqu'ils avaient mis Stekelenburg en numéro 2, qui est quand même international hollandais, et qui n'a pas joué non plus. Donc oui, Romero par contre qui a toujours gardé sa place en équipe d'Argentine même quand il ne jouait pas. Fred, un avis sur cette équipe d'Argentine? Une équipe que j'ai trouvée, comme tu l'as dit, avec une très bonne assise défensive, déjà dans cette Copa América. Malgré le premier match où, après avoir mené 2-0, ils se sont fait égaliser 2-2, mais contre une bonne équipe du Paraguay. Et derrière, après c'est devant, ça a des petits soucis, mais bon, après c'est la complémentarité, je pense que les joueurs, et puis la confiance aussi de certains par rapport à d'autres, qui fait qu'il n'y a pas une grande osmose pour le moment dans cette Copa América. Exactement. Bon, ça les empêche pas quand même de finir premier du groupe. Oui, donc voilà. Ils font toujours partie des favoris. Également, gros zoom quand même sur cette équipe d'Uruguay qui a eu plus de difficultés. Alors, je crois qu'il est qualifié quand même. Il doit faire partie des meilleurs troisièmes. L'Uruguay qui a quand même réussi à se qualifier, mais difficilement avec 4 points, troisième de cette poule. Alors Suarez, je crois, est absent. Si je me trompe pas, parce que je l'ai pas vu depuis le début de la compétition, Suarez. Ça doit être ça, ouais. Il a dû se blesser sur le dernier match de Ligue des Champions avec le FC Barcelone. Il est absent et l'Uruguay qui a du mal à perfer, pareil devant le but. Ils ont marqué très très peu de buts. Ils ont marqué 2 buts en 3 matchs. Donc des difficultés devant. Pas mal de carences offensives et des formules qui ont un petit peu changé d'un match à l'autre.
mais qui ont guère été plus efficaces les unes que les autres. Alors, en l'absence de Luis Suarez, on retrouve évidemment le Parisien Edinson Cavani. On retrouve aussi le Bordelais Diego Roland, qui avait fait une bonne saison du côté des Girondins et qui était titulaire notamment là contre le Paraguay. Qui a beaucoup vendangé là, je me souviens plus de ce match, je crois que c'était le deuxième match de poule là, il en a loupé une grossière là devant le but, je me demande si c'était pas contre les Argentins d'ailleurs. Mais par contre très volontaire, beaucoup de mouvements mais des difficultés à finaliser. C'est ça, c'est un petit peu ce qu'on retrouve c'est pas Suarez encore à Bordeaux, hein. C'est un peu ce qu'on retrouve à Bordeaux, un joueur qui a des qualités mais qui manque encore un peu de dimension pour vraiment assumer ce rôle de buteur. Et puis on retrouve Abel Hernandez en attaque aux côtés de Cavani, l'Uruguay qui se cherche et qui a un petit peu de mal à retrouver un petit peu ses possibilités offensives et son potentiel qui est pourtant de grande qualité. On va le rappeler, qui est le tenant du titre de la Copa América d'ailleurs. Exactement. Groupe C, groupe très intéressant également puisque nous avons le Pérou, le Brésil, la Colombie et le Venezuela. Et là également ça a été chaud jusqu'à la fin puisque le Brésil a dans un premier temps battu le Pérou la première journée. La première grosse surprise de ce groupe, ça a été la défaite de la Colombie face au Venezuela. La Colombie de Rames. Ouais. Deuxième journée, la Colombie bat le Brésil 1-0. Match très très chaud d'ailleurs, puisqu'il y a eu l'expulsion de Neymar, qui a pris 4 matchs d'ailleurs. La Copa América terminée pour lui. Qui devrait être terminée, même si le Brésil a fait appel. Encore des échauffourées avec son ami, là, le latéral gauche. Tu te souviens de son nom? Zuniga, celui qui l'avait blessé à la Coupe du Monde. Ça a été assez chaud. Bacca également qui s'est fait expulser. Carlos Bacca était un peu dans l'histoire aussi. Voilà, victoire quand même de la Colombie. Et la dernière journée, à la grosse surprise générale, quand même la Colombie qui n'arrive pas à venir à bout de cette équipe du Pérou, malgré de grosses opportunités en fin de match, et qui fait 0-0, tandis que le Brésil bat le Venezuela 2-1, au final, ce qui arrange quand même les affaires de la Colombie, qui leur permet de se qualifier malgré cette troisième place de poule. Ils font partie des meilleurs troisièmes. Donc Brésil qualifié avec 6 points, premier du groupe, deuxième Pérou, troisième Colombie. Venezuela éliminé. Alors là, beaucoup de choses à dire sur ce groupe. Pareil, on a un potentiel vainqueur, même 2 potentiels vainqueurs, le Brésil et la Colombie, qui font partie des favoris. Qui se détachaient complètement. Largement. Le Brésil, alors le Brésil au final, qui finit pas trop mal avec 2 victoires, une défaite. Le Brésil, c'est intéressant à voir parce que Dunga a quand même changé un petit peu, modifié un peu la base du 11 de cet effectif de 11 de départ. En alignant notamment des joueurs comme Firmino, on connaissait pas forcément en pointe, donc notre ami Fred au placard a été mis au placard gentiment. J'avais déjà oublié son existence. Voilà, il évolue toujours dans un 4-3-3. Par contre, il a remis en place un joueur comme Elias, également ex-pensionnaire du championnat portugais, qui joue au Sporting, Elias, qui joue également au Brésil actuellement. Donc il fait une doublette de récupérateurs, Elias et Fernandinho. C'est une sorte, je crois même, c'est ça, un 4-3-3. On doit avoir Willian juste devant, et puis Neymar, Firmino, et sur le côté droit, je me souviens plus, ça va être Willian. Coutinho, non? Philippe Coutinho, ouais. Alors c'était Coutinho qui avait joué hier, exactement. Donc ça évolue plutôt dans un 4-3-3, des fois 4-4-2. Et puis la base défensive, avec l'absence de Danilo blessé, c'est Dani Alves qui a repris cette position de latéral droit. Dans l'axe, on avait hier soir Miranda et Thiago Silva. Et puis Felipe Luis à gauche. Et au but, le pensionnaire du championnat de Brésil, Jefferson. Donc équipe assez équilibrée. Plutôt à caractère défensif quand même, avec une bonne assise défensive, comme l'aime bien notre ami Dunga. On connaît ses préférences. On sait qu'il aime bien avoir un bel équilibre et c'était un milieu récupérateur assez rugueux, meneur d'hommes, et toutes ces équipes lui ressemblent un peu, on va dire. C'est un peu comme Didier Deschamps d'ailleurs, c'est des joueurs qui sont un peu dans la même lignée. Et il a privilégié cette assise défensive. Alors, pour rappeler quand même le contexte d'une équipe du Brésil qui revenait d'une Coupe du Monde catastrophique, en tout cas qui s'est finie de manière catastrophique, et qui arrive dans cette Copa América avec quasiment l'obligation de se racheter et de postuler à une victoire finale, avec des joueurs qui sont un peu fatigués,
Tu parlais de la défense centrale. Là, Thiago Silva qui avait perdu donc son brassard à la suite des événements de la Coupe du Monde et qui par la même occasion a perdu sa place de titulaire puisque Dunga privilégiait la charnière David Luiz, João Miranda, le défenseur central de l'Atlético Madrid. Et là, sur cette fin de match de poule, Thiago Silva, sur la lignée aussi du niveau qu'il a retrouvé du côté de Paris, a repris sa place de titulaire et c'est David Luiz qui en fait les frais. Miranda, apparemment, homme de confiance de Dunga. Et ce qui va être intéressant de voir, c'est surtout comment l'équipe va réagir sans Neymar. Parce qu'offensivement, il y en a qui vont devoir prendre leurs responsabilités. Exactement. Et on a vu pendant ce match que Robinho les a très bien prises. Il a été très très actif et il a pas marqué. Non, il n'a pas marqué. Bonne première parce que mi-temps, passe décisive sur le corner notamment. Passe décisive. Et il a été très très actif en effet avec Willian. Au final, on n'a pas tant senti que ça l'absence de Neymar. Sur ce match, bon, la victoire est pas large non plus. Maintenant, c'est une compétition quand même que je trouve assez relevée maintenant. La Copa América, on l'a vu avec cette dernière Coupe du Monde. Il y avait quand même beaucoup d'équipes sud-américaines très performantes sur la dernière Coupe du Monde. Bon, après, on peut peut-être aussi en déduire que le niveau de la Copa América a augmenté ces dernières années. C'est homogène, on va dire, en tout cas. Il y a moins de différence entre les grosses équipes et les soi-disant petites équipes. Exactement. En même temps, elles se rencontrent très très souvent. Avec les qualifications des Coupes du Monde et tout ça, elles se connaissent très bien. Oui, ça c'est sûr. Tout à fait. Et donc, évidemment, l'absence de Neymar qui sera certainement préjudiciable pour la suite de la compétition. Maintenant, à voir si le Brésil arrive à élever son niveau de jeu pour pouvoir aller au bout avec des joueurs notamment qui restent intéressants comme Willian, comme Coutinho qui sont capables de faire la différence. Et puis le Firmino qui a pas l'air si mauvais que ça, il a marqué encore hier soir. Qui marche pas mal, ouais, il marche pas mal. Je l'ai peu vu, mais je l'ai vu un petit peu. C'est quand même un joueur assez mobile, qui est beaucoup plus mobile qu'un joueur comme Fred, qui est capable de partir derrière, de porter le ballon, et il combine très très bien avec ses coéquipiers. C'est pas un gros gabarit, mais c'est un joueur tout en mouvement, qui a une assez bonne technique individuelle, qui est pas un pur buteur, mais qui est un joueur un peu de rupture et qui évolue du côté d'Offenheim en Allemagne, je crois. Exactement. Voilà pour ce groupe C. Donc du coup on a 3 groupes. Les quarts de finale qui débuteront le 25 juin. Le 25 juin jeudi. Ça doit être jeudi. Merci Fred. On aura notamment le Chili face à l'Uruguay. Ça va être chaud. Ouais, exactement. Le Chili de Alexis Sanchez, Arturo Vidal. Il y a une belle équipe, etc. Arturo Vidal qui n'y paraît pas. Arturo Vidal a précédé Boire qui a été un peu mis sur la touche là, mais qui est dans le groupe. Qui en fait partie. Belle équipe quand même. Bolivie-Pérou. Là c'est autre chose. On pourrait dire plutôt un quart de finale de bas de tableau entre guillemets, peut-être en tout cas. Ça veut dire qu'une des deux équipes est en demi-finale. Voilà. Et par contre un Argentine-Colombie. C'est un peu plus sympa. S'il y a un match à voir, ça doit être celui-là. Ouais. Et un Brésil-Paraguay. Alors justement, on a oublié d'en parler là, on va y revenir tout de suite. La Colombie. Colombie, c'est un peu plus compliqué pour la Colombie. Pareil, cette compétition, on sent quelques joueurs en bout de course là, en fin de saison, avec des joueurs comme Rames qui sont un petit peu fatigués sur cette compétition, malgré un match intéressant hier soir, j'ai pu le voir. Un Radamel Falcao qui reste toujours aussi transparent qu'en club. Et puis des joueurs également devant qui perfent pas. Pourtant, il y a quand même des individualités fortes avec Carlos Bacca, avec Jackson Martinez, avec Théo Gutiérrez. Mais pour autant, ils n'arrivent pas beaucoup à trouver, on va dire, les cages adverses depuis le début de cette compétition. Ouais, la Colombie, c'est assez... Alors, il y a plusieurs explications. Il y a aussi le fait que cette Copa América, au niveau calendrier, elle est assez bizarre parce qu'elle arrive l'année suivant la Coupe du Monde. Donc les joueurs, pour la plupart jouant dans des clubs majeurs, ont fait enchaîner Coupe du Monde dès une saison très longue derrière la Copa América, donc pas vraiment d'espace de récupération et de préparation. Et la Colombie, alors là on a deux cas de figure, on a Rames et Bacca qui sont des joueurs qui ont beaucoup joué, qui ont été fondamentaux dans leur club, Bacca est encore en finale d'Europa League avec la FC Séville, et qui sont complètement cuits. Et puis on a d'autres joueurs comme Cuadrado ou Falcao qui eux pour le coup étaient un peu à la cave et n'ont pas joué ou très peu pendant les 6 derniers mois et qui eux pour le coup manquent de rythme. C'est l'effet inverse, ce qui fait qu'on a une équipe qui est pas du tout sur la même longueur d'onde et ça se ressent. Exactement, bonne analyse Jérémy. Donc à voir si cette équipe de Colombie va réussir à hausser son niveau de jeu également d'ici la fin de compétition. En tout cas là,
Ils sont face au mur tout de suite puisqu'ils vont affronter l'Argentine, donc on va avoir un potentiel vainqueur qui va tomber dès l'écart. L'heure de vérité. Exactement. Voilà, on a fait le tour de la Copa América, on verra ça évidemment d'ici là, on refera le point la semaine prochaine puisqu'on aura déjà les potentiels finalistes, je pense même qu'on aura déjà la date de la finale et la finale. Alors la finale, attendez, je devrais avoir peut-être la date. Les demi sont mardi prochain. Non, on sera avant les demi. On aura les demi-finales. Ce sera juste avant les demi. Bien vu. J'ai pas de date pour la finale. J'arrive pas à la retrouver. Bon, on en reparlera lundi prochain, mais je pense que ça devrait se dérouler dans très peu de temps. On va enchaîner tout de suite sur la Coupe du Monde des U21, avec notamment ces deux groupes de Coupe d'Europe. Phase de poule, exactement. Coupe d'Europe, pardon. Coupe d'Europe des U21. On va faire un petit zoom notamment sur cette équipe du Portugal, qui était sur une très bonne phase, qui l'est toujours, puisqu'ils étaient sur une série de 17 matchs, 17 victoires d'affilée avant de débuter cette Coupe d'Europe U21. Donc vraiment, qui débutait cette compétition sous de bonnes augures, avec une équipe très très compétitive, puisqu'on va rappeler notamment que des joueurs comme William Carvalho, comme Bernardo Silva ont été écartés entre guillemets du groupe senior, du groupe des A, sur le match contre l'Italie pour pouvoir intégrer l'effectif des U21. Alors on va notamment rappeler le 11 de départ qui a joué face à l'Angleterre avec cette victoire 1-0, but de João Mário, et le match nul hier soir face à l'Italie. Donc le Portugal, premier match de phase de poule, ils évoluent dans la poule de la Suède, de l'Italie et de l'Angleterre. Donc ils affrontaient l'Angleterre pour ce premier match, équipe qu'ils n'avaient pas battue depuis 2003, l'Angleterre, donc un petit peu un chat noir pour les U21. Puis l'Angleterre est portée par Harry Kane, exactement, le buteur de Tottenham. Exactement, Harry Kane en pointe, des joueurs les plus connus de cet effectif. Et le Portugal, match très équilibré, le Portugal qui arrive à venir à bout de l'Angleterre, 1-0 avec un but en fin de match de João Mário. En tout cas, match très très équilibré, et on peut le dire, sincèrement, c'est l'occasion de le suivre. Niveau technique vraiment très élevé depuis le début de cette compétition. En tout cas, sur les deux matchs que j'ai pu suivre, vraiment, ça court dans tous les sens. Et vraiment c'est impressionnant, je suis même fatigué de les voir courir, Non mais c'est incroyable, Même en senior, je vois pas ça, ça part dans tous les sens, et pour autant c'est assez bien organisé. Bon, après les mecs ils envoient du jeu, c'est-à-dire que des fois on se dit ils devraient peut-être temporiser un peu, parce que du coup ils envoient tellement du jeu qu'ils se prennent le risque de se prendre un gros compte derrière, mais c'est vraiment très intéressant. Après, c'est l'expérience tactique qui fait défaut un peu sur ces équipes de jeunes. Exactement, mais ce qui est intéressant c'est que du coup ça va dans le bon sens, le sens du jeu. Et donc l'équipe du Portugal par exemple, on va rappeler le premier match, ils évoluent notamment avec il y a des sacrés joueurs, au but. Alors justement on va y revenir, parce qu'au but je ne connais pas du tout ce gardien de but, mais depuis le début de la compétition il est énorme. C'est José Sá, qui a une barbe un peu d'homme des cavernes à l'ancienne, et il est énorme depuis le début de la compétition. Il n'a pas pris un but encore, qui est très très performant, et je crois qu'il évolue au Brésil, José Sá. C'est incroyable, un jeune gardien de moins de 21 ans, il évolue au Brésil. Latéral droit, alors là c'est un peu plus connu, on a Gaio, jeune du centre de formation du Sporting, qui a été prêté à l'Académica Coimbra, notamment, qui d'ailleurs était dans l'effectif de l'équipe A du Sporting. En défense centrale, on a Thiago Ilori qui évolue à Bordeaux, et puis Paulo Oliveira. Paulo Oliveira, titulaire indiscutable du Sporting, et latéral gauche, et bien évidemment on a Rafael Guerreiro, de l'orienté. Voilà, l'orienté à gauche. Au milieu de terrain, milieu à 3 avec João Mário, milieu de terrain du Sporting, William Carvalho devant la défense, et puis à gauche on a c'est notre ami Sergio Oliveira, qui a signé au FC Porto, qui revient dans son club d'origine et qui joue au Passos Ferreira. Sergio Oliveira, et puis une attaque à 3 avec un faux numéro 9. Donc sur les côtés on avait Ivan Cavaleiro, qui était prêté au Deportivo La Corogne par Benfica. À droite c'était Rafa, qui évolue à Braga, l'ailier de Braga. Rafa Silva, ouais. Voilà, et puis Bernardo, qui évolue dans un poste de faux numéro 9. Voilà un peu pour cette équipe de départ. Donc en fait on peut vraiment le voir, c'est l'équipe du Portugal qui évolue avec beaucoup de joueurs déjà
qui joue dans des équipes de haut niveau et qui joue dans des compétitions européennes. Qui jouent dans des équipes pro et qui pour certains sont largement titulaires réguliers. Raphaël Guerreiro était titulaire indiscutable à Lorient. Thiago Lloris a fait une relativement bonne saison à Bordeaux, il a pas mal joué. William Carvalho ou Paulo Oliveira jouant mal. C'est des joueurs qu'on a vu beaucoup cette saison. Et c'est une génération qui promet, puisque en tout cas, qui sur cette saison vraiment a l'opportunité peut-être d'aller chercher un titre pour cette sélection U21. En tout cas, deuxième match, évidemment, match nul face à l'Italie, match également très équilibré. Avec peu de joueurs que je connais du côté de l'Italie notamment qui évoluent pas en équipe première en tout cas des gros clubs italiens. Il y avait notamment Sturaro, je crois, notamment qui évoluait avec la Juve, mais là qui était suspendu, donc qu'on n'a pas vu. Et l'Italie qui aurait pu ouvrir le score à de nombreuses reprises, mais sans de très très belles parades de José Sa pour un mi-temps. L'Italie qui touche la transversale en début de deuxième mi-temps. Peu de réussite, et puis le Portugal qui se crée 2-3 opportunités en fin de match, à l'image un peu de ce match face à l'Angleterre, qui n'ouvre pas le score, mais du coup match nul intéressant qui leur permet de se hisser en première place de la poule. Alors ce qui est intéressant justement, c'est de faire un zoom sur certains joueurs, parce que j'ai trouvé certains joueurs très très performants depuis le début de la compétition, sur différentes lignes. Donc le gardien, vraiment il va falloir que les clubs portugais quand même commencent un petit peu à s'intéresser à ce gardien, parce je l'ai trouvé excellentissime depuis le début de la compétition, que ça soit sur sa ligne. Il se détend super bien, excellent sur les parades, mais également dans les sorties aériennes. Vraiment très très présent, limpide, vraiment impressionnant ce gardien. Derrière, j'ai pas beaucoup vu jouer Raphaël Guerreiro, même si je le connais puisque je l'ai déjà vu en sélection A. Raphaël Guerreiro, limpide sur le côté gauche, difficile à passer, très offensif. Il est au-dessus du niveau des U21. Clairement, le jeu offensif du Portugal passe par le côté gauche et passe beaucoup par Raphaël Guerreiro lorsque le Portugal évolue en position offensive. Et puis en défense centrale, la surprise, pas forcément surprise générale, mais Ilori limpide, assez bon, mais le vrai taulier derrière, c'est Paulo Oliveira qui est excellent depuis le début de la compétition, qui est vraiment impassable en tout cas, très très performant sur les ballons arrêtés, vraiment très très solide. Et puis le milieu de terrain qui n'est pas présenté avec un William Carvalho vraiment au-dessus du niveau des U21, et d'ailleurs de ce fait, on en parle déjà beaucoup en Angleterre, puisque les médias anglais ont suivi ce match U21 face à l'Angleterre, entre l'Angleterre et le Portugal, et on parlerait peut-être d'une proposition d'Arsenal ou de Manchester United qui tournerait aux alentours des 40 millions d'euros pour William. En tout cas, qui ont été très très impressionnés par William Carvalho, qui retrouve un peu la forme là en fin de saison. Ouais, qui retrouve la forme, et puis on en parlera peut-être dans la page Mercato, mais qui est aussi on va dire sollicité de manière proche par l'AS Monaco, qui s'est penché sur sa question et sur la situation d'Adrien Silva aussi. C'est intéressé évidemment, puisque Leonardo Jardim connaît très bien l'effectif du Sporting, donc ça peut être intéressant de se pencher également de côté de cet effectif, même si je pense qu'en termes de budget ça va être compliqué maintenant d'aller chercher un joueur comme William. Il va falloir tabler sur du 30 millions d'euros minimum. Alors les dernières infos, les dernières rumeurs faisaient état, alors comme l'AS Monaco venait de boucler le départ de Kondogbia à l'Inter Milan pour autour de 40 millions d'euros. Il s'intéressaient à William et Adrien Silva pour en grosso modo récupérer 45. Les deux pour à peu près le même montant que la vente de Kondogbia. On va en reparler tout à l'heure. Et puis devant, notamment, Ivan Cavallero, qui a été très très bon contre l'Angleterre, malheureusement qui s'est blessé, qui n'a pas été présent pour ce deuxième match. Et puis vraiment, attention, le joueur révélation, il n'y a même plus besoin de le présenter, je pense que c'est une vraie révélation déjà dans le championnat français, mais depuis le début de la compétition, il étale de toute sa classe, de son talent, c'est Bernardo Silva, qui vraiment est au-dessus du lot depuis le début de la compète, vraiment impressionnant techniquement. Il est très peu connu au Portugal évidemment, puisqu'il n'a pas eu l'opportunité de jouer en équipe A. Donc moi j'ai commencé un petit peu à le découvrir avec le Monaco également, en première division, et là en U21 il est au-dessus du lot il a complètement explosé cette année. Il est arrivé dans la peau du jeune joueur portugais ne jouant pas en équipe 1 de Benfica à joueur qui s'est affirmé en Ligue des Champions, qui a fini avec les clés du jeu monégasque
peut-être même plus que João Moutinho, et qui maintenant est largement au-dessus de cette sélection espoir. Exactement, donc Bernardo Silva, joueur à suivre en tout cas, joueur à suivre et qui pourrait certainement peut-être apporter dans un futur proche une belle plus-value à Monaco s'il est amené à continuer sur ce niveau de performance. Et puis qu'il y a une carte à jouer pour l'Euro avec la sélection. L'Euro, je pense qu'il fait une bonne saison avec Monaco, il sera dans le groupe, c'est quasiment certain et acté. D'ailleurs, je pense, c'est là où c'est intéressant justement, qu'on va retrouver certainement au moins la moitié de ces joueurs dans les 23 portugais à l'Euro prochain, ou juste après l'Euro, puisque maintenant ça sera en fonction de ce que veut faire Fernando Santos, s'il veut renouveler l'effectif progressivement ou s'il voudra passer le cap, attendre un petit peu à l'Euro, mais je pense qu'il y aura quand même un petit peu de jeunes qui arriveront sur vieillissante lors de la dernière Coupe du Monde. Là, c'est une manière de les tester aussi sur un niveau de compétition européen. Ouais, je serais pas étonné qu'on en retrouve 2-3 dans le groupe A notamment pour l'Euro 2016. un Paulo Oliveira qui devrait y être s'il continue à évoluer au niveau avec le Sporting, un William Carvalho qui est déjà maintenant installé en sélection A, Rafa en est pas loin, il était à la Coupe du Monde, bon il a eu une petite phase de moins bien, mais il pourrait retourner en sélection A. Guerreiro à sa place. Guerreiro, il a largement sa place également, parce qu'Eliseu, ça va pas durer très très longtemps. Il n'est pas tout jeune maintenant, Eliseu. Et puis Bernardo Silva, voilà. Donc vraiment pas mal de joueurs qui pourraient intégrer l'équipe A très prochainement. Et donc le Portugal première du groupe, juste devant l'Angleterre avec 3 points et la Suède 3 points. L'Italie qui est dernière avec 1 point. Donc tout reste à jouer quand même. Le Portugal qui va évoluer, qui va affronter la Suède sur ce dernier match quand même, qui va devoir s'appliquer pour se qualifier, puisque direct derrière, ça sera les demi-finales, où notamment on aura des adversaires comme l'Allemagne, qui font partie des gros favoris de cette compétition. Avec la République tchèque. C'est ça, et d'ailleurs ils se rencontrent pour le dernier match de la poule. Ouais. Voilà pour cette compétition des U21. On refera le point lundi prochain, évidemment. Fred, on va refaire le point avec toi, notamment. On enchaîne. L'heure passe. Il est maintenant 20h40 passé. Vous êtes toujours sur Radio Altitude 97 MHz. C'est dans votre émission Lundi Sport, tous les lundis soirs de 20h à 21h. On venait d'aborder la Copa América, la Coupe d'Europe des U21 hommes. Et maintenant, on va enchaîner sur les femmes. Honneur aux dames, évidemment, avec cette Coupe du Monde féminine. Et zoom sur l'équipe de France. Fred, si tu peux nous rappeler un petit peu la chronologie de l'avancée dans la compétition de cette équipe de France. Et petite Coupe du Monde au Canada cette saison, entre le 6 juin et le 5 juillet. L'équipe de France qui était dans le groupe F, donc le dernier groupe, avec l'Angleterre, la Colombie et le Mexique. Et l'équipe de France qui commençait par le match qu'on pouvait juger le plus compliqué dans cette poule, avec l'autre favori, l'Angleterre. Et l'équipe de France s'imposait dès le premier match après une belle prestation face aux Anglaises, 1-0, avec un superbe but de Eugénie Le Sommer. Ouais. Une superbe frappe. Et du coup, l'équipe de France qui partait sur de très bonnes bases dans cette Coupe du Monde, et qui s'en allait affronter la Colombie qu'on connaissait un peu moins, mais qui a de très bonnes joueuses, on a pu s'en apercevoir. Même si la France restait quand même grande favorite, notamment sur cette confrontation, mais aussi dans la compétition, puisqu'ils veulent clairement aller chercher le titre. Ils l'ont annoncé avant la compétition, ils ont un coup à jouer. Elles ont dans les moyens, ça c'est sûr. Et du coup, l'équipe de France contre la Colombie s'est inclinée à la surprise générale, 2-0. L'équipe de France qui, dans ce match, a quand même payé son manque d'efficacité offensive, comme souvent. Ah oui, c'est ce qu'on appelait un petit hold-up. Un hold-up à la colombienne, un braquage à la colombienne. C'est ça, parce qu'il y a eu beaucoup d'occasions du côté des Françaises, mais le réalisme était colombien ce soir-là. Du coup, défaite de la France, surprise. L'équipe de France qui, après 2 matchs, se retrouvait un peu dos au mur avec 3 points et une qualification à aller chercher face au Mexique lors du dernier match. Et les Mexicaines n'ont pas vu le jour, n'ont pas vu beaucoup de ballons ce soir-là. Ça a été sens unique, un récital. Ils ont pris un sévère 5-0, 5-0, les Françaises qui sont fait surprendre, tu l'as dit, et là c'était soit elles se relevaient la tête, soit elles sombraient. Elles ont choisi de relever la tête. C'est vrai qu'il y a des grosses différences de niveau dans cette compétition. Je sais pas ce que tu en penses, mais on va dire un top 10 mondial des équipes qui a un niveau intéressant, et puis derrière c'est un gouffre quand même. Ouais, je dirais même 5 je suis content. 5 équipes qui surnagent quand même, largement au-dessus des autres.
Ouais, c'est vrai que du coup, il y a un petit peu de disparité au niveau de cette compétition. Maintenant, ce qui est intéressant à voir, c'est que la France quand même a su rebondir sur ce troisième match de poule et du coup a bien enchaîné d'ailleurs sur ses huitièmes de finale, Fred, hier soir, en battant largement la Corée du Sud. Ouais, très bon match encore, avec une entame, comme face au Mexique, une entame très forte et très bonne. L'équipe de France qui s'est mis très rapidement à l'abri, en menant 2-0 au bout de 9 minutes de jeu, avec un but de Marie-Laure Dely, d'ailleurs une sublime action collective hier pour le premier but des Bleus. Je vous conseille de le regarder, avec une vitesse de transmission de balle assez très très bonne. Et du coup, Marie-Laure Dely qui a marqué un doublé hier, et Elodie Thomis qui a marqué également un but. C'était les deux qui étaient associés à la pointe de l'attaque française. Du coup, bilan de cette compétition, on va le voir, la France est d'ores et déjà qualifiée pour les quarts de finale, qu'ils joueront samedi, ce samedi. Vendredi soir. Ah, vendredi soir, merci, ouais, ils l'ont pas noté en précision, donc vendredi soir face à l'Allemagne, et l'Allemagne évidemment l'ogre de cette compétition. Ouais, le gros favori. C'est surtout que l'Allemagne faisait partie des favoris, ça c'est classique. Première équipe au classement FIFA féminin. Ouais, avec des joueuses de grande qualité, et notamment la buteuse, Ania Mitag, qui doit être dans les meilleurs, si ce n'est la meilleure buteur de la compétition. La joueuse qui va rejoindre le Paris Saint-Germain, et l'Allemagne qui a surtout écrasé la Suède, qui était pourtant une des autres favoris. Et l'Allemagne qui a un jeu beaucoup basé sur le pressing, qui aura une équipe dont la France faudra se méfier, mais bon, elles sont capables de bien faire tourner le ballon, qui base son jeu sur un énorme pressing et du coup qui récupère le ballon très haut et qui derrière peut mener ses attaques beaucoup plus facilement. Et avec des attaquantes comme tu l'as dit, Jérémy, comme Mitak, c'est vraiment une superbe équipe, quoi. C'est un peu ce qu'on retrouve en football féminin de manière générale, c'est que on a quelques équipes qui jouent très bien au ballon, mais souvent, à partir des demi-finales, la différence, elle se fait physiquement. Les équipes qui ont une bonne gardienne, déjà, font la différence, parce que le niveau des gardiens est très très disparate. Mais dès que les coups de pied arrêtés, la dimension physique, et c'est là-dessus que les Américaines ou les Allemandes prennent le dessus, et souvent contre la France, c'était sur l'aspect physique. La France a beaucoup progressé là-dessus. Mais on verra au final, sur les 4 dernières places, on verra à peu près les mêmes équipes que d'habitude. Ok, notamment une petite surprise, je ne sais pas si c'est une surprise pour vous, mais en tout cas l'élimination du Brésil face à l'Australie. Ouais, c'est une grosse surprise, puisque la meilleure joueuse du monde, ou en tout cas réputée meilleure joueuse du monde, est brésilienne. Martha. Exactement. Exactement, Brésil qui se fait sortir dès les huitièmes de finale face à l'Australie. Donc en quart de finale, on aura la Chine qui affrontera soit les États-Unis, soit la Colombie. Donc les États-Unis également, qui est un de ces gros poids lourds de cette compétition. Allemagne-France, l'Australie qui affrontera soit le Japon, soit les Pays-Bas, et puis la Norvège ou l'Angleterre qui affrontera le Canada. Donc on voit quand même que les grosses nations de foot sont également présentes du côté féminin quand même. Il n'y a pas trop de surprises. Alors là où c'est un peu atypique, peut-être c'est du côté de la Chine ou des États-Unis, mais ça s'explique par le fait qu'aussi c'est pas le sport majeur dans ce pays-là, ce qui fait que on va dire la gente féminine s'oriente plus vers ce sport-là justement, et il est plus développé que culturellement que dans d'autres pays comme la France. C'est culturel, mais ils ont un temps d'avance. C'est des pays à grosse culture foot féminin. Ouais, le soccer est un sport plus féminin que masculin aux États-Unis, puisque le vrai football américain pour eux, c'est le foot US, celui qu'on a l'habitude de connaître, et c'est aussi vrai au Japon. Au Japon, qui au masculin est assez inégal, même s'ils ont beaucoup progressé, mais qui a toujours été une équipe de pointe pour les femmes. Exactement, Japon d'ailleurs qui est dans un trou au niveau je pense de l'apport d'effectifs au niveau masculin, parce que maintenant qu'on a plus Ejesuke Honda, il est encore là, mais bon, on a une génération qui est partie un peu. Une génération qui est vieillissante, donc à suivre pour la prochaine Coupe du Monde, mais ouais, ça va être compliqué pour le Japon. Demi-finale, on va le rappeler, ça aura lieu donc notamment mercredi 1er juillet, et puis la finale lundi 6 juillet pour cette Coupe du Monde féminine. Un autre mot ? Disons que la France, si elle veut gagner, il va falloir éliminer des gros, parce que là c'est l'Allemagne, derrière c'est encore un gros morceau, donc là les États-Unis, ils sont côté États-Unis là. Ouais, c'est ça, ils ont le beau tableau là, donc si elles veulent être championnes du monde, elles savent ce qu'il leur reste à faire. Attention, elles en ont les moyens, elles peuvent. Elles ont un coup à jouer, c'est sûr. Elles ont un coup à jouer. Ouais. Derrière, c'est très très solide. Wendy Renard et Laura Georges, c'est très solide dans l'axe. Et franchement, c'est une équipe de France qui joue très bien au ballon et qui essaie d'alterner les temps de jeu, c'est-à-dire bien poser le ballon, faire tourner quand il le faut, et puis aller de l'avant assez rapidement.
dès qu'elles en ont l'occasion également. Exactement les amis, on arrive dans les 10 dernières minutes de cette émission, ça va nous laisser le temps quand même de faire un gros point, justement on voulait l'aborder, sur le mercato estival concernant le football et notamment le foot européen les amis. Alors on va faire un petit point notamment des différents championnats européens. Alors ce que je vous propose de faire c'est peut-être déjà de faire un état des lieux des championnats qu'on connaît de plus, notamment on va partir tout de suite si vous êtes d'accord avec moi sur le championnat portugais. État des lieux du mercato dans le championnat portugais sur notamment les principaux clubs portugais. Donc on va rappeler du côté du FC Porto. Alors côté du FC Porto, on n'avait pas trop fait le point la semaine précédente. Il y a eu quelques mouvements puisque le FC Porto donc a enregistré l'arrivée, donc c'était déjà officiel, mais de Sergio Oliveira qui évolue d'ailleurs à la Coupe d'Europe des U21 là, et qui évoluait au Passos Ferreira. Sergio Oliveira, 23 ans, qui revient au FC Porto, qui sortait du centre de formation du FC Porto. Également le milieu de terrain André, qui était un des milieux de terrain également pilier de cette équipe de Guimarães, d'ailleurs qui a marqué je crois 13 ou 14 buts, dont 11 pénaltys. Donc, certes, mais c'est vrai que s'il est amené à jouer titulaire, ça peut être une arme intéressante, notamment pour tirer les pénaltys. On se souvient que le FC Porto avait de gros problèmes à ce niveau-là sur les dernières saisons. C'était à 50% généralement. À peu près 50-60% de réussite sur les pénaltys. Quaresma qui a rehaussé un peu cette stat puisqu'il a réussi pas mal de pénaux, mais bon, voilà. Donc ça peut être intéressant à ce niveau-là. En tout cas, une filière de nouveau un petit peu retrouvée, le FC Porto qui remise un petit peu sur une filière portugaise et sur une filière de joueurs qui sort directement ou indirectement de ce centre de formation de FC Porto, puisque André a évolué une seule saison en junior au FC Porto, et notamment connaît son père qui est un joueur très connu du FC Porto, qui a évolué pendant plusieurs saisons au club. Une affaire de famille, et c'est souvent le cas là maintenant. Ils sont sur un schéma aussi où les jeunes vont prendre un peu de galon ailleurs, on peut rechercher du temps de jeu et reviennent plus fort. Exactement. En tout cas, un renouvellement au niveau du milieu de terrain, on le voit, puisque on a des questions qui se posent autour de Juanfer Quintero. On ne sait pas si il va rester encore cette saison, s'il va être prêté. Donc gros quid autour de ce joueur-là. Héctor Herrera devrait rester quand même dans l'effectif. La question, elle va se poser plutôt devant, puisque on en avait parlé lundi dernier. Jackson Martinez, donc on le sait, avait un bon de sortie. Ouais. Il était quasiment annoncé au Milan AC. D'ailleurs, c'est le président lui-même, président du FC Porto, qui avait indiqué qu'il avait donné son accord au Milan AC. Dès le lendemain, Jackson Martinez en personne a contredit les paroles de son président en indiquant que rien n'était fait, qu'il avait d'autres propositions, qu'il étudiait ça tranquillement. Et ça s'est confirmé, puisque derrière, le Milan AC a essuyé un refus sur la possible arrivée de Jackson Martinez. Et là maintenant, alors moi pareil, je pensais que c'était officiel, mais ça l'est pas encore. Jackson Martinez serait en partance pour l'Atlético Madrid, puisque l'Atlético Madrid a vendu d'ores et déjà Mandzukic, qui a signé à la Juventus. Et donc l'Atlético Madrid a son billet de 35 millions d'euros qui va pouvoir poser pour acheter Jackson Martinez, logiquement, qui en tout cas sera en partance pour l'Atlético Madrid. Ce qui a pesé en faveur de l'Atlético Madrid, c'est le fait que ce club joue notamment la Ligue des Champions. Forcément, Jackson Martinez à 29 ans a pas envie de trop de traîner pour jouer les grosses compétitions européennes. C'est un critère important dans le choix des joueurs, de pouvoir se confronter au plus haut niveau et avoir la meilleure exposition possible. Et certainement aussi un coach qu'on peut maintenant mettre dans les top coachs européens, qui fait partie vraiment du top niveau. Et c'est vrai que en tout cas le renouvellement du contrat de Diego Simeone à l'Atlético Madrid a été quand même un gros signe de continuité pour le club, et qui montre que l'Atlético va continuer à mis sur la stabilité, et ça marche bien. Ils ont un noyau dur, ils ont su se relever et faire une belle saison. Et puis bon, voilà, coach argentin, championnat espagnol, Jackson est colombien, il est hispanisant, il est de culture hispanique. Ça d'ailleurs, il semblerait que ça matche mieux qu'avec le Milan AC sur le papier en tout cas. Exactement. Donc voilà pour le FC Porto. Pour l'instant, pas trop de nouveautés à ce niveau-là. Quaresma, dont on parlait du côté de la Turquie, mais bon, ça restait que des couloirs. L'histoire de Ruben Semedo là.
de Maritimo. Semedo, oui, alors on va y revenir. Alors avant ça, Maicon qui serait peut-être en partance par contre pour Fenerbahçe. Pour un montant de 15 millions d'euros à voir, à faire, à suivre. Bon, ça reste encore des rumeurs. Du côté de Maritimo, tu me disais Semedo ? Non, pardon, excuse-moi. Le 6, là, le numéro 6. Oui, alors oui, voilà, exactement. Alors lui encore, c'est c'est le flou plus total. Qui devait partir à gauche, plutôt main droite. Alors, Danilo, milieu de terrain. Danilo, pourquoi je l'appelais Semedo, bien sûr. Danilo, le numéro milieu de terrain. Numéro 6, de Maritimo qui a une clause de départ à 4 millions d'euros. On l'avait annoncé du côté du Sporting Lisbonne. Georges Jesus avait fait le forcing auprès de sa direction pour qu'il signe au Sporting. Le Sporting avait posé les 4 millions pour pouvoir le faire signer, sauf qu'il semblerait que Danilo soit plutôt orienté du côté du FC Porto. Mais il y aurait encore des soucis au niveau de sa signature parce qu'il y a mésentente entre les différents agents. Donc c'est pas fait encore, ça a l'air d'être assez compliqué. Ouais. Enfin, Porto qui ship un joueur au Sporting ou au Benfica au dernier moment, ça n'existe pas, ça n'arrive jamais. Ça. Ouais, après c'est pas étonnant parce que le FC Porto, c'est vrai qu'ils ont un gros besoin de se renouveler sur cette position numéro 6 puisqu'on sait que Casemiro est reparti au Real Madrid. Alors là où c'est intéressant d'ailleurs, c'est que le FC Porto a fait une belle affaire sur cette affaire-là puisque Casemiro même, tu veux dire. Casemiro en fait avait été prêté 1 an et Porto avait la possibilité d'actionner la clause d'achat qui était fixée à 15 millions d'euros, ce qui faisait que le FC Porto acquérait, on va dire, Casemiro avec ses 15 millions d'euros, mais le Real Madrid avait une clause de reprise de 7 millions d'euros pour annuler cette clause d'achat. Donc le Real Madrid a dû payer le FC Porto pour récupérer Casemiro. Donc en une année, ils ont quand même fait un bénéfice de 7 millions d'euros sur Casemiro. Alors après, je pense que Real Madrid, s'ils le revendent à l'heure actuelle, Casemiro, il vaut plus que 7 millions d'euros. Donc ils ont il a pris une autre dimension. Il a pris une belle envergure. Alors d'ailleurs, il n'est pas titulaire encore avec la section brésilienne, mais il est dans le groupe actuellement. Du Brésil. Voilà pour l'FC Porto. Côté Benfica, pas trop de mouvements actuellement. On parlerait peut-être d'un départ de la doublette de la pointe. Lima Jonas, ça pourrait faire une belle affaire pour Benfica, qui pourrait partir en Chine pour 20 millions d'euros, la doublette. Sachant que les deux ont 32 et 31 ans. Donc ce serait quand même une belle affaire pour deux attaquants. En tout cas que s'il y a des offres, Benfica les retiendra pas. Très certainement. C'est des coups à faire. Jonas est arrivé gratuit. C'est même une belle affaire pour ces deux attaquants qui pourraient tourner autour des 4 millions d'euros annuels en Chine, alors qu'actuellement ils sont à 1 million, 1,5 million à Benfica. Donc c'est vrai que ça fait un beau contrat pour terminer sa carrière. Donc ça veut dire une attaque à reconstruire du côté de Benfica et peut-être un peu de place pour les jeunes. Certainement. Alors Benfica d'ailleurs table sur certains autres joueurs. Il serait peut-être sur Campbell. On parlerait de Jiménez également de l'Atlético Madrid, peut-être en prêt. Il y a beaucoup de pistes à approfondir à ce niveau-là. Pas de mouvement officiel en tout cas. Et du côté du Sporting encore, c'est assez calme puisque ça a l'air. Georges Jesus doit être en train de réfléchir là, sur sa politique de recrutement. Mais en tout cas, pas de mouvement officiel également du côté du Sporting. On a eu le départ officiel de Cédric, latéral droit, qui a signé à Southampton pour 5,5 millions. Donc il va retrouver notamment José Fonte. José Fonte très très performant d'ailleurs, qui doit être capitaine, en sélection, qui est capitaine d'ailleurs, qui est dans l'équipe, qui était positionné dans l'équipe équipe type de la Première Ligue. De la saison 2014-2015. Voilà pour les 3 principaux clubs portugais. Au niveau des mouvements, pas trop de mouvements encore du côté du championnat portugais. Côté championnat français, les amis. Championnat français, les nouvelles ne sont pas bonnes. Il a l'air d'avoir quand même quelques départs du côté de Marseille. La colonne rouge départ est plus remplie que la colonne verte arrivée. C'est quand même la sensation que les clubs français attendent peut-être déjà de dégraisser un peu avant d'acheter. C'est ça, ouais. Et puis on voit que les clubs français n'ont pas trop les moyens de retenir, parce que là, c'est même pas les vedettes qui partent. Là, c'est le joueur moyen plus. Là, pêle-mêle me viennent en tête les départs de Franck Tabanou à Swansea. Les départs d'André Ayou, fin de contrat, qui signe, rappelle-moi, à Swansea également. d'André Pierre Gignac. Tu parles de joueurs qui étaient en fin de contrat, donc là il signait où il voulait. Mais c'est des joueurs qui partent du championnat. Sans indemnité de transfert. C'est des joueurs qui partent du championnat. Alors Gignac, là c'est quand même au Mexico, au Tigres de Monterrey. Après, je veux dire, je trouve ça génial. On rigole bien, mais moi je trouve qu'en termes de projet, en termes projet c'est le Mexique, familial c'est pas non plus les Émirats. C'est sympa quoi. Moi je préfère aller au Mexique qu'à Dubaï, perso. C'est sûr. Oui, non, mais pour 4 millions d'euros annuels. C'est des stades, il y a 30 000 personnes, c'est la folie, ça va être la vedette, il va toucher 4 millions par an.
Là où c'est dommage pour lui, c'est que du coup, C'est par qu'il lui contre, reste il peut encore plus du quelques tout années, postuler pour l'Euro maintenant. C'est terminé. Hein. Ah, ça c'est sûr. Bon, après, est-ce qu'il avait réellement une chance d'être dans le groupe, on sait jamais. Oh, mais, ça n'a pas l'air. Sur les 2 derniers matchs, c'est vrai qu'il n'a pas été à moins convoqué. d'une alors qu'il hécatombe finit de la saison. blessures, à mon Ouais. avis, il était un petit peu, pas blacklisté, mais il était un peu loin. Et il a fait un choix. Bon, c'est un vrai choix de vie, mais ouais, comme tu le dis, je préfère ça à la Chine ou les Émirats. Et il va dans un des meilleurs clubs du Mexique d'ailleurs. C'est ça, là, il va jouer les premiers rôles. Ils sont encore en course en Copa Libertadores. Ouais, et Exactement. ils avaient fait la Coupe du Monde des clubs aussi, on s'en souvient. Je crois qu'ils avaient joué contre le FC Barcelone il y a quelques années de ça, ou le Ah, Real ouais, Madrid. c'est un beau Et, club, c'est un beau club qui a hein. quelques Ouais. moyens. Et puis là, on a Daniel Vaz, le joueur d'Evian, qui est parti au Celta Vigo pour Ah moins ouais. de 3 millions d'euros. D'accord. Donc on pensait qu'il allait pouvoir rester dans le championnat, mais il vient de signer à Vigo, je crois 2 700 000 le transfert, un contrat de C'est 750 un 000 joueur quand par même an. qui aurait Enfin, pu si on signer peut pas dans un s'aligner bon là-dessus. club français. Je suis assez surpris quand Et même. ouais, C'est ça fait un 3-4 ans qu'il est là, il très, est très toujours, bon latéral. toujours bon. Et qui a, pour mal ce prix-là. qui a mal fini sa saison. ouais, mais c'est un peu à chicaner avec Duprat aussi. hein, je Ouais, crois. mais ça, on a senti une façon difficile parce que déjà il devait partir la fin de saison dernière. Mais la tête Et ailleurs. il y a une certaine démotivation clairement hein, de la part de ce joueur qui avait fait une saison exceptionnelle la saison précédente. Hein. Ouais, et ben il vient de partir au Celta Vigo. Un peu dommage, ouais. Et donc, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme joueur Il y a la Condobia du côté de Monaco, Kondogbia qui enfin, vient de signer évidemment à l'Inter Milan. 40 millions d'euros l'Inter. Quasiment Ouais. 40 ou Alors, autour de 40. ouais. J'en ai parlé un peu avec des collègues là. C'est un super récemment. joueur que j'aime beaucoup, mais 40. Mais Et c'est incroyable, hein. Ça y est, faut les d'un coup, assumer là, derrière, les clubs italiens ont décidé de réinvestir là. Hein. Bah, C'est l'Inter, les 2 Milan. open bar là. Hein. Là, les 2 Milan, le fair play financier, ouais, hop, on s'est arrangé avec Michel, donc Ah ouais. c'est bon, on peut y aller. Et puis ils réinvestissent massivement avec les 2 repreneurs là, thaïlandais pour le Milan C'est et ça. indonésien pour l'Inter, si je ne me trompe pas. Et ouais, voilà. Alors pour la France, c'est pas mal de départs, comme ça là. Et j'en oublie peut-être. Marseille qui a déjà sa première recrue. Ouais, Nkoudou de Nantes. voilà. Ça valait la peine d'être signifié. Voilà. Ah ouais, sachant on parlait peut-être également de départ de Thauvin ou de Payet. Hein. Oui. Et Payet, Dimboula, tout ça même là. Dimboula. West Ham. West Ham. Imboula, on l'annonce à Valence ou à Milan. Enfin voilà, on attend des rentrées d'argent pour réagir. Mais pour l'instant, le mercato français, il part pas dans le bon sens. Assez arrêté encore. Hein. Le PSG également qui se presse pas trop pour l'instant. Non, seul le départ d'Areola prêté à Villarreal pour jouer le 3e gardien, mais c'est tout ce qui a signalé. Ok. Bon, au niveau international, il n'y a pas eu de mouvement majeur également encore. Hein. Alors, rappelez notamment qu'il y a beaucoup de bruit autour du Real Madrid, où on parlerait peut-être d'un possible départ de Sergio Ramos, qui voudrait maintenant quitter le club. Ça a l'air d'être quand même souvent, c'est ce qu'on voit dans ces gros clubs. Moi, je sens plutôt que c'est un coup de pression sur le club pour le renouveler son contrat Oui, et bah, augmenter. si hein. c'est comme Dani Alves, ça fait 3 ans qu'il doit partir et au final il renouvelle. Bon, on a eu le cas avec Ronaldo également, qui était pas très On content. à un quitte moment pas le donné, Real ou le hein. Barça comme ça. Ouais, surtout qu'il avait déclaré son amour au club il y a peu de temps, donc je serais assez étonné quand même qu'il quitte le club, Sergio Ramos. Et Derrea, toujours gros point d'interrogation, est-ce qu'il va signer au Real Madrid ou pas? Compliqué parce que Manchester n'est pas non plus vendeur, mais il me semble qu'il reste plus qu'un an de contrat à Derrea, hein, donc ils vont C'est pas avoir ça. beaucoup de choix. Hein. Donc de toute manière, c'est qui tout double. Hein. Soit ils renouvellent, soit ils le vendent. Et l'autre dernière grosse signature, quand même, à noter, je pense, ça va être une très bonne signature pour Arsenal. C'est Setch qui a signé du côté d'Arsenal. Enfin, un gros cadre qui arrive à Arsenal et un joueur en tout cas, qui va certainement s'imposer dès le début. Ça sera peut-être très positif pour l'effectif d'Arsenal. Ouais, C'est arrivé. depuis le temps. Depuis le temps qu'il faut qu'ils achètent un gardien. Ouais, ça change des gardiens bourdes. Exactement. Il était pas mauvais, Chesney. Il est pas mauvais, mais ça que Setch, c'est une autre dimension. quoi, Ouais, je voilà, pense, c'est une autre dimension. Entre avoir un gardien pas mauvais quand on est Arsenal, ça suffit pas. Exactement. On va terminer par un mot de tennis évidemment, puisqu'on va rappeler donc Roger Federer a battu András Sepien en 2-7 au tournoi de Halle. Alors 6e victoire je crois. Ouais, 3 fois d'affilée déjà. Ouais. C'est ça. C'est son tournoi préféré avant de débuter Wimbledon. Et puis Murray également qui a battu son adversaire en finale du Queens. C'était Kevin Anderson. Anderson, un grand dadé également. Anderson qui est un des joueurs également en forme du moment. Et donc, alors à suivre, parce que c'est vrai que Roger a l'air en forme. Franchement, il a l'air en jambes en ce moment. Et Murray également. Donc Murray, je pense, c'est être le favori numéro 1 là, pour Wimbledon quand même. Il a l'air très en jambes là. Wimbledon, qui on le rappelle, commence dimanche prochain. Ouais. Exactement. On a hâte. Et puis la victoire de Rosberg en Formule 1 devant Hamilton. Des Mercedes Voilà, pour la changer. lutte pour le titre pour les écuries Mercedes. Et en NBA,
Ouais. La belle victoire de Golden State, champion Ah. de NBA cette saison. Et puis Bien fait de le le rappeler. dernier transfert, l'ancien Clermontois Jakub Asila qui revient en France. Il vient d'Aston Villa et qui a signé à Rennes. Allez, impeccable. Merci les amis pour toutes ces infos. On se retrouve lundi prochain, évidemment, de 20h à 21h. Salut à tous. Bonne semaine à bientôt. tous. Salut. Dans tes classeurs de lycée, y a tes rêves et tes secrets.